y a beaucoup de gens qui vont te dire c'est un cadeau de démarrer avec rien, etc. Après, combien de personnes démarrent avec rien et y arrivent quand même, tu vois. Donc oui, la plupart des gens qui réussissent démarrent avec rien parce que ça te forge un caractère et tu grandis par l'adversité, quoi. Tu vois, il y a 5 trophées, c'est les trophées d'1 million. Moi, ma spécialité, c'est les tunnels de vente. Sur les dernières années, c'est un peu plus de 5 millions que j'ai généré avec mes tunnels de vente. Les gens sous-estiment le contenu gratuit et malheureusement, ils ont besoin d'investir sur eux-mêmes psychologiquement pour apporter de la valeur à un contenu en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'investir sur des programmes de formation ou de coaching, parce que tu vas pas chercher tellement une information qui est, ça dépend à quel niveau et ça dépend dans quel contexte, mais la plupart du temps, c'est surtout le fait de passer à l'action. Il faut être une brute en closing. Si tu envoies des gens sur une VSL et directement en closing, soit c'est des gens qui te connaissent, qui te suivent sur les réseaux, etc. Alors là, c'est ok. Mais si tu veux scaler sur le trafic froid, tu te casses les dents. Mon objectif là, c'est de travailler 4 à 5 heures par jour maximum et stabiliser les 150 cas par mois. Donc déjà, il faut avoir une bonne expérience parce que il faut attirer les personnes qui connaissent qui tu es, qui ont confiance en toi, etc. Mais aussi la création de contenu. C'est important donc de créer du bon contenu avec lequel tu donnes un maximum de valeur. Tu es authentique, t'es pas en train de jouer un rôle. Et puis après, une bonne stratégie d'acquisition et ça tourne tout seul, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du Scale Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité de marque, Clovis, le king du low ticket. Donc en tout cas, bienvenue à toi. Comment tu vas, Clovis? Yes, merci. Merci pour l'invitation, ça va nickel. Et ravi d'être là avec toi pour un échange super intéressant. Carrément. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a tous, je pense, envie de découvrir qui c'est qui nous target en ads dans tous les sens. Clovis, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours, ce que tu as fait par le passé, par quoi tu as commencé, et ce que tu fais actuellement? Ouais, moi je suis un mec spécialisé dans l'ADS, dans l'acquisition de trafic en ligne. Et pendant des années, j'ai lancé des formations, j'ai créé des coachings, etc., sans jamais montrer mon visage. Et puis là, sur les derniers mois, j'ai fait un coming out un petit peu, où j'ai fait un building public pour expliquer en fait qui j'étais et ce que je faisais. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne les entreprises à scaler en ligne avec des tunnels de vente optimisés. Et voilà. Ok, ok. Alors du coup, t'as commencé par quoi exactement à tes débuts? À tes débuts, tu fais quoi? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu travailles à l'époque? Qu'est-ce qui te fait découvrir en fait un petit peu l'entrepreneuriat? Quelles ont été tes premières expériences? Ouais. Donc moi, je tombe dans le business en ligne un peu par hasard, pour une nécessité. En fait, j'étais étudiant à l'époque et ma petite amie tombe enceinte. Et donc c'est le moment où j'ai dû me réveiller, en fait, sortir du rêve de l'étudiant qui a pas de responsabilité, etc. et rentrer dans la dure réalité de la réalité, quoi, où tu dois assumer tes responsabilités en tant que futur père et tout ça. Donc là, j'ai dû vraiment me bouger pour gagner de l'argent. Et c'est là que je commençais à lancer plein de business en parallèle de mes études. Je travaillais aussi en tant que livreur le soir et je lançais des business en fait sur le côté. Donc c'est un peu comme ça par nécessité parce qu'il fallait que je gagne de l'argent assez rapidement. Et en fait, dans les 9 mois de la grossesse, mon objectif c'était d'arriver à avoir un business rentable à la naissance de ma fille, quoi. Ok. Et je démarrais par le dropshipping. Et puis après, j'ai évolué assez rapidement vers la vente d'infoproduits. Voilà. Ok. Bah déjà, félicitations. Félicitations pour ta petite fille. C'est euh, Ouais, merci. c'est c'est vrai que c'est marrant. Il y a un dénominateur commun chez un petit peu tous les entrepreneurs, c'est que souvent en fait, les gens les plus dangereux ou les gens qui cassent tout, souvent, c'est souvent ceux qui démarrent avec rien. Et je pense que c'est une force. Tu sais, on se demande souvent, est-ce que c'est plus facile de démarrer avec peut-être une aide de par le contexte familial, de par un petit peu là où tu démarres. Et je sais pas en réalité, j'aimerais bien savoir ton avis. Je sais pas si c'est tellement un cadeau que de démarrer avec quelque chose entre guillemets que en fait quand t'as pas le choix, Ouais. t'es un petit peu obligé de Bah, euh, en attends, termes de résilience et en termes de, tu vois ce que je veux dire? ouais, je Qu'est-ce que tu comprends en tout à penses par fait. rapport à ça? Je comprends tout à fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, c'est un cadeau de démarrer avec rien, etc. Après,
combien de personnes démarrent avec rien et y arrivent quand même, tu vois. Ça reste quand même assez dur. Donc oui, la plupart des gens qui réussissent démarrent avec rien parce que ça te forge en fait, ça te forge un caractère et tu grandis par l'adversité, quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, si je dois choisir un chemin pour mes enfants, parce qu'aujourd'hui j'en ai trois, je préfère leur donner le maximum de De bagages, tu vois, pour ressources. qu'ils partent dans la vie avec des valises et qu'ils puissent avancer comme ils le souhaitent sans prendre autant de difficultés ou passer par trop de douleurs, tu vois. Moi, je pense que tu dois apprendre en faisant des erreurs, mais t'es pas obligé de passer par des traumatismes ou des choses qui sont trop difficiles, quoi. Et si, en fait, si on peut les éviter, c'est mieux. Tu vois, c'est sûr que c'est romantique de dire oui, moi j'ai démarré de rien, j'ai j'ai vécu tel et tel événement traumatisant dans ma vie. Ça fait bien pour le storytelling, tu vois, mais après, de Mhm. le vivre en soi, c'est quand même pas facile, quoi. Donc, moi, enfin, tu vois, je souhaite pas ça à mes enfants, quoi, Bien sûr. de démarrer. Bon, après, en soi, J'imagine. tu vois, il m'est rien arrivé de dramatique, hein. Moi, c'est juste bah, il fallait juste que je me bouge le cul, tu vois. Donc voilà. Après, c'est vrai que le dénominateur commun de beaucoup d'entrepreneurs, après, dans le milieu du web, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de dire que l'entrepreneuriat, c'est le web, tu vois, parce que le web, c'est quand même un C'est microcosme. une niche, Il y bien a sûr. beaucoup de gens qui démarrent avec rien parce que la barrière à l'entrée, elle est de zéro, quoi. Donc tu peux, si t'as faim, tu peux démarrer, faire tes compétences, enfin de te faire la main sans prendre de risques. Et ça, c'est quand même beau, quoi. Ouais, Parce que carrément. si on compare l'entrepreneuriat d'aujourd'hui avec il y a 100 ans, euh, avant, il te fallait du capital, il te fallait du réseau. Je sais pas, si tu voulais faire de la publicité, il fallait aller dans les journaux, il fallait connaître les patrons de journaux, avancer beaucoup d'argent, c'était beaucoup de risques. C'était pas aussi Plus de facile barrières à qu'aujourd'hui. l'entrée, ouais. Ah Mhm. ouais, C'est aujourd'hui, tu vrai. peux démarrer avec zéro. Sur les réseaux sociaux, tu as accès à des millions de personnes avec un clic. Tu as ton téléphone, tu peux démarrer avec vraiment rien, quoi. Donc Ouais, c'est vrai. c'est fou. Beaucoup de gens qui disent que c'est de plus en plus dur et tout. En fait, c'est de plus en plus facile. Il faut bien se rappeler ça, que l'époque dans laquelle on vit, c'est l'époque la plus incroyable pour faire de l'argent. C'est trop facile. C'est clair, je suis 100% d'accord. Et au-delà de ça, même d'avoir une qualité de vie, enfin une grande qualité de vie aussi, dans le sens où les business en ligne, c'est vrai que c'est quand même un cheat code de ce côté-là, dans le sens où tu travailles un petit peu où tu veux, quand tu veux, avec les personnes que tu veux, sans forcément limite, bien souvent avec des grosses marges. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, en tout cas, de points ouverts, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Faut bien se remettre dans le contexte, quoi. Donc tu commences par le dropshipping. Tu commences par le dropshipping. Dans quel domaine exactement du coup donc du Bah, low ticket moi, les premiers sites qui ont bien marché pour moi, c'était dans le domaine de la maternité, tu vois, parce que j'étais là-dedans. Et par exemple, quand j'ai compris que je devais acheter une poussette et j'ai regardé les prix et tout, je me suis dit, putain, mais Mhm. c'est incroyable les tarifs des poussettes. Et donc, c'est là que j'ai créé une marque de poussettes. C'est le truc qui a le mieux marché. Puis après j'ai rencontré des problèmes au niveau de la logistique, parce que tout ce qui est e-commerce, un produit physique, c'est quand même, il faut quand même gérer la logistique, quoi. T'as des Mhm. t'as des problèmes de stock, etc. Et pendant la période du Covid, c'était pas le meilleur moment en fait de faire du stock. Et moi, quand j'ai commencé à importer du stock, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les douanes, etc. Et donc, j'ai décidé de switcher sur un modèle beaucoup plus simple à gérer, la vente de formation, quoi. Ok, ok, ok. Comment dire, t'as déjà créé une marque e-commerce ou t'as fait principalement du drop à tes débuts du coup? Ouais, c'était une marque. J'étais pas allé très loin dans le processus de marque, tu vois, mais j'avais importé quand même un bon stock avec lequel j'avais mis mes logos, etc. Et j'avais l'intention en fait de créer la marque. Mais je suis vraiment content en fait que ça ait foiré parce que en fait le container a été renvoyé, etc. Il y avait des problèmes avec la douane. Et quand ça m'est arrivé, c'était vraiment un gros coup dur parce que j'avais mis toutes mes économies dans ce stock, tu vois. Et je me suis dit putain, c'est abusé quoi, ce qui m'arrive. J'avais l'impression tu sais, de ne pas le mériter parce que pendant 2 ans, j'avais mis toutes mes économies
de drop dans cette marque. Et donc j'ai tout perdu, plus de 30 000 euros. Et c'est une période assez difficile pour moi. Et je me suis dit, putain, c'est un malheur qui m'arrive, quoi. Et en fait, avec le recul, tu vois, je me dis, c'est un vrai cadeau, parce que ça m'a permis de découvrir un nouveau business model qui est beaucoup plus scalable, et dans lequel je prends beaucoup plus de plaisir. Et en fait, dans la vie, c'est souvent comme ça, tu vois, tu te rends compte des cadeaux après coup. Quand, euh, quand tu vis des difficultés, il y a toujours derrière, il y a toujours un cadeau, mais sur le moment, c'est difficile de le voir, quoi. Ouais. Tout est pour nous, rien n'est contre nous. Ouais, c'est ça. Complètement. Je vois pas mal de trophées System.io derrière, ClickFunnels, etc. T'as pu générer, si tu veux partager peut-être tes chiffres, je sais pas si tu les partages habituellement. Ouais, ouais, je Euh, les partage, ouais. Bah t'as- là, tu vois, il y a cinq trophées, c'est les trophées d'1 million. Et ben, moi, ma spécialité, c'est les tunnels de vente. Donc, j'utilise des plateformes comme ClickFunnels, System.io, etc. Et donc, voilà, sur les dernières années, c'est un peu plus de 5 millions que j'ai généré avec mes tunnels de vente. Et voilà, Ok, c'est à peu près ça, ouais. c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Félicitations. Et on parlait, c'est vrai qu'avant on parlait un petit peu d'échecs, etc. T'en as rapidement connu et franchement c'est des cadeaux, comme tu dis, on s'en rend compte après coup. Mais plus enfin on prend du feedback rapidement, plus vite on avance. Quel a été toi on va dire ton plus gros apprentissage, j'aime pas trop utiliser le mot échec, mais peut-être le plus gros coup dur qui t'a forgé dans Ouais, tout ton parcours parce que tu as dû en expérimenter du coup des choses ouais, ouais. en 5 ans de business. Disons que moi, un des gros apprentissages, et puis j'ai compris récemment que c'était super en fait d'avoir eu cet apprentissage-là, c'est que, si tu veux, pour reprendre rapidement mon parcours, donc quand j'ai arrêté le dropshipping, j'ai lancé des formations. Là, j'ai testé beaucoup de funnels différents. Et il a fallu que je teste 17 funnels avant d'en avoir un qui commence à faire 10 000 € par mois. Et, euh, et ensuite, je suis passé sur donc 2020, j'étais sur 10 000 € par mois. À chaque fois, c'était corrélé avec un nouveau bébé qui arrive dans la famille, tu vois. Le deuxième bébé, il m'a fait passer à 10 000 € par mois. Et le troisième bébé, il m'a fait passer à 300 000 € par Excellent. mois. Tu vois, donc ça a scalé comme ça avec les bébés. Et, c'était un super business model. J'étais tout seul avec mon chef opérateur, John. Et c'était incroyable les marges qu'on avait, tu vois. Tu veux beaucoup Mais d'enfants? comment? Tu veux beaucoup d'enfants? Ah ouais, ben, j'aimerais bien, tu vois, mais ma femme, elle commence à en avoir marre. Donc là, non, c'est bon, là, Je comprends. je pense qu'on a atteint la famille parfaite. Et donc en fait, j'ai voulu switcher de business model. Parce que bah, vendre du low ticket seul, c'était déjà, j'avais fait beaucoup le tour, tu vois, je gagnais bien ma vie et tout, mais j'avais envie de faire autre chose, de découvrir de nouveaux horizons. Et donc là, j'ai commencé à vendre du high ticket. Et ça, donc, je l'ai fait en recrutant des coachs. Parce que moi, j'avais pas envie, parce que j'étais dans la perte de poids ou la santé, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, tu vois. Et Mhm. donc, j'ai recruté des coachs et on a créé une plateforme de coachs santé dans laquelle on avait, à notre top, on avait 13 coachs. Et pour vendre de l'étiquette, tu dois avoir des closers, Ouais. des setters, etc. Et on avait dans la sales team 10 personnes, 5 setters et 5 closers. Donc, c'est pas énorme, tu vois, mais ça fait quand même du management à faire. Et donc, tu dois gérer toutes ces personnes-là au jour le jour. Et moi, mon but, c'était de revendre la plateforme. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai fait le point et je me suis dit, bon, on gagne de l'argent, les marges sont pas top. Et en fait, c'est un casse-tête en gestion des humains. Parce que il fallait faire des meetings tous les jours avec la sales team, il fallait faire des reporting avec les coachs, etc. Il y avait toujours des demandes, des besoins, des personnes qui sont malades, qui veulent pas bosser, qui en ont marre, etc. Et ça a été un échec en fait, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je vais arrêter, quoi. C'est plus possible en fait. Je travaille beaucoup trop par rapport à ce que je faisais avant. Je gagne beaucoup moins. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, donc je vais arrêter. Et donc j'ai laissé la plateforme au coach. Je leur ai donné, tu vois, j'ai même pas vendu quoi que ce soit. J'ai laissé avec tous les leads et tout. Et, Mhm. euh, Beau cadeau. et à ce moment-là, je me suis dit,
putain, c'est quand même fou, quoi. J'ai passé 2 ans de ma vie là-dedans, dans ce projet, pour au final rien en tirer, quoi. Enfin, à part le cash flow, tu vois, que j'ai généré, et encore, c'était pas énorme, tu vois. Et donc ça, Tu je me suis générais dit, quoi comme cash flow avec ce business-là? ça génère entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Ok. Et Donc, on était sur 40% de marge. ok. C'était, en fait, si tu veux, par Ouais, ça rapport fait au... beaucoup de team par rapport Il y avait une grosse team, ouais. il y avait une énorme team. Et par rapport à ce que je générais avant, si tu veux, c'était pas le jackpot, quoi, pour moi. Mhm. Au contraire, c'était beaucoup de migraines, de problèmes et tout. Et, et donc, en fait, ce que j'ai appris pendant cette période-là, c'est beaucoup de choses qu'aujourd'hui, ça me sert énormément. C'est-à-dire comment gérer une sales team, recruter des closers, recruter des setters, recruter des coachs, augmenter la satisfaction client, les deliveries, les upsells, c'est-à-dire vendre du high ticket, mais vendre une continuité derrière, les modèles low ticket to high ticket, etc. Tous ces trucs-là, j'ai masterisé ça pendant 2 ans. Et aujourd'hui, ça me sert parce que je le transmets aussi à mes clients, tu vois. Ouais, Donc, clairement. après coup, Et, en fait, je me dis, c'était une expérience il fallait absolument que je passe par là. ok. Ok, ok. Super intéressant. Selon toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu avais, on va dire, j'imagine, hein, probablement moins de marge que ce que tu fais aujourd'hui. Alors que, tu sais, habituellement, c'est vrai que les secteurs de la santé, tout ce qui est relations, santé, etc., c'est des marchés où il y a généralement peut-être plus de marge que le make money, ou qui est peut-être un peu plus compétitif, etc. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu avais peut-être moins de marge que ce que tu as aujourd'hui, Ouais. alors que tu étais dans un marché peut-être Ouais. qui devait être Mm. plus profitable? Ouais, le marché de la santé, toutes les personnes qui sont en dehors pensent que c'est l'Eldorado. Et Mhm. toutes les personnes qui sont dans le marché de la santé veulent faire autre chose. Parce que quand tu es dedans, c'est hyper difficile. Déjà, en France, il faut bien faire la différence entre le marché français et le marché US. Au marché US, les gens, ils payent tout de leur poche quand ils vont chez le docteur ou tu vois, il y a rien qui est pris en charge à l'hôpital, etc. Donc ils ont l'habitude d'investir dans leur santé parce que pour eux, c'est un ROI immédiat. Si en fait, si tu prends soin de ton corps, tu fais des régimes et tout, tu vas moins dépenser en médicaments ou dépenses chez le médecin. Alors qu'en France, tu payes rien pour la santé. Donc tu vois pas la valeur que ça a, tu vois, au niveau financier. Donc quand les gens, tu leur demandes d'investir 3 000 € sur un coaching santé pour se sentir mieux, perdre du poids, etc., ils comprennent pas pourquoi c'est 3 000 €. Parce que pour eux, quand ils vont se faire opérer à l'hôpital pour mettre un anneau gastrique, par exemple, pour des femmes, nous on avait beaucoup de femmes comme ça, bah, elles avaient le choix, tu vois. Si elles devaient investir, en fait, pour elles c'était gratuit d'aller faire une opération, alors que investir dans leur santé, c'était payant. Donc en fait, c'est difficile à vendre. Tout ça Mhm. pour dire que recruter des closers dans ce milieu-là, c'est pas évident. Et, surtout que pour vendre, ça demande beaucoup de compétences parce qu'il faut rentrer dans l'émotionnel et aider la personne à se projeter dans sa nouvelle vie, etc., à passer à l'action, des décisions qu'elle n'a jamais prises dans sa vie. C'est pas du tout pareil que aujourd'hui, quand tu vends une formation en ligne pour gagner de l'argent, c'est un ROI immédiat, c'est-à-dire le calcul dans la personne il se fait, tu vois. Si tu lui vends une formation 5 000 € et la promesse c'est de faire 5 000 € par mois, elle sait très bien que bah, si dans 3 mois elle atteint la promesse, c'est no-brainer, tu vois. Alors que la Ouais, santé, ça a du sens, ouais, complètement. mettre un budget sur sa santé, c'est jamais facile, tu vois. Donc voilà, c'est pas le meilleur business model en fait. Et puis après, le problème aussi, c'est que nous, on avait voulu faire les choses bien, donc on avait recruté beaucoup de coachs. Et donc, on avait 3 spécialistes par client. Il y avait un psychothérapeute, une naturopathe et une coach sportive. Et donc, c'était à chaque fois, il fallait payer trois thérapeutes pour un client, tu vois. Délivrer un client, ouais. Donc, Ouais. c'était des coachings premium, mais premium dans la santé, c'est 3 000 €, tu vois. Déjà, ça fait déjà cher, tu vois, pour le marché. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, par exemple, si je vends, euh, si je vends un funnel à 25 000 €, ben, je sais pas, j'ai toujours des clients qui viennent et pour eux, c'est un no-brainer parce qu'ils savent que ils vont faire x10 sur l'investissement, tu vois.
Ouais, carrément. Beaucoup plus facile à vendre en fait. Donc pour toi, du coup, marché Make Money, toi qui as fait les deux, du coup, retour d'expérience, trouve qu'il y a plus de facilité dans le Make Money plutôt En fait, c'est que dans la pas une santé. question de facilité forcément, c'est plutôt où est-ce que tu es le plus à l'aise, tu vois. Et oui, après en closing, c'est plus facile de closer du make money, 100%. Mhm. Mais Ok. après, il faut aussi comprendre que c'est un marché qui est concurrentiel aussi, beaucoup plus, tu vois. Donc, Mhm. Ouais, ouais, c'est pas la même sophistication de marché. Les prospects sont de plus en plus éduqués. Après, dans tous les marchés, ouais. mais d'autant plus dans le Make Money. Ouais. Ok, ok, ok. Super intéressant. T'as jamais travaillé du coup sur le marché US, toi? Principalement francophone, du coup, jusqu'à maintenant? Non, j'ai jamais fait marché US. Vraiment, mon marché principal, c'est le marché francophone, ça a toujours été ça. Ouais, Ok. j'ai dupliqué des funnels best-sellers qui tournaient bien en France, j'ai dupliqué sur différents marchés, mais ça n'a jamais très bien pris sur le marché US. Ok, 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 je vois. Tu t'es formé où? Enfin, je sais pas si tu t'es formé en autodidacte ou que tu t'es formé peut-être quelque part. T'as des sortes de mentors aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais, marché US, il y a des personnes qui m'inspirent. Euh, Déjà, moi, le modèle que j'ai repris, c'est un modèle qui est connu, tu vois, le modèle du Hmm. low ticket, high ticket, Oui, c'est le qui se Brunson, vend ouais. beaucoup aux US. Tous ceux qui spendent beaucoup d'argent en publicité, ils font ce modèle-là. Ils ont toujours soit des book funnels, soit soit des low tickets en front, etc. Ça fait longtemps en plus que c'est démocratisé. Ça fait au moins, je sais pas, Ouais. 5 10 ans Ouais, ben, Russell Brunson, je crois que ça date de aux 2014, US. ClickFunnels. Et donc, tu as, le livre Expert Secret qui déroule exactement moi ce que je fais en termes de, tu vois, de palier, faire passer les clients d'un palier à un autre, etc. Être break-even sur ton acquisition, sur un low ticket. C'est des classiques, tu vois. Sauf que ça reste assez technique et il y a très peu de gens qui l'utilisent bien en France, tu vois. Et en fait, les personnes qui sont bons en low ticket, en général en France, c'est les personnes qui ne montrent pas leur visage, qui sont bons en Ouais. copywriting, mais derrière, en termes de livraison produit, ils sont pas bons. Et donc, quand tu arrives à faire les deux, c'est-à-dire tu as un bon marketing, un bon copywriting, derrière, tu mets un high ticket avec un bon coaching, bah, c'est explosif, quoi. Ouais, En termes carrément. de rentabilité, c'est super puissant. Et donc voilà, après, moi, aux US, j'ai acheté pas mal de formations. J'achète beaucoup de trucs pour voir ce qui tourne en ce moment, etc., les dernières stratégies. Mais vraiment, moi, là où j'apprends le plus, c'est pas forcément dans les formations, tu vois, c'est bon, déjà dans les masterminds, je suis dans pas mal de masterminds, mais surtout en analysant ce que font ce que font les personnes qui dépensent beaucoup en ads. Donc moi, je clique sur tous les trucs que je vois et j'analyse, tu vois, j'ai un dossier, je dois avoir, je sais pas, 300 ou 400 funnel low ticket qui tournent en ads aux US. Et je regarde tous les angles, je note, je screen toutes les plages, je regarde tous les upsells, j'analyse ce qu'ils font et après je crée des modèles dans ma tête, tu vois, que je peux dupliquer. Donc, ouais, Ah, vraiment, c'est moi, super important ce d'être qui me connecté au forme le marché. plus, c'est d'analyser d'analyser ce que font les gens. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, ils vont te dire, ils vont te vendre une méthode, mais eux-mêmes, leur acquisition, c'est complètement l'inverse, tu vois. Donc, ils vont te vendre, par exemple, de faire de l'outreach Instagram, mais eux, ils font de la publicité qui envoie vers une VSL ou vers un low ticket. Ouais, Et donc, c'est moi, biaisé. j'écoute pas en fait ce que disent la plupart des fondateurs. Je regarde plutôt ce qu'ils font, tu vois. Ouais, complètement. Je suis aligné avec ça. Complètement. Mm. Euh, je sais pas si tu veux que ça reste confidentiel, mais moi, même à titre perso, ça m'intéresse beaucoup. T'as des masterminds en tête, peut-être à partager dans lesquels t'es, ou du moins qui sont bien et que Ouais, t'aurais recommandé? là, je suis dans le mastermind de Gérald en France. C'est le mastermind entreprendre. Donc ça, c'est pour le marché français, mais enfin, c'est le premier mastermind que je fais en France. Moi, sinon, aux US, je suis dans le mastermind de Scott Holford et Alan Sultanic, Ok, qui est je connais pas ça. un très bon copywriter. Ok. Mais même au-delà,
sur tout ce qui est business stratégie dans sa globalité, quoi. Je Tu m'as dit t'enverrai que les c'était liens. quoi le deuxième? Ouais, carrément, je suis preneur. Complètement. Je t'enverrai les liens si tu veux. Alen Sultanic. Pour moi, Aline lui, Sultanic. Ok. vraiment un master en copywriting et en stratégie de funnel. Ok. Super intéressant. J'irai checker tout ça. J'irai checker tout ça. Ben, en parlant des masterminds, alors, j'aimerais bien avoir ton avis sur, selon toi, quelles sont les prochaines trends, peut-être qui sont en train d'exploser aux US, qui ne sont pas encore en France, ou ta vision de ce Ouais, qui... je pense, par exemple, là, j'ai entendu un truc hyper intéressant sur la stratégie de contenu. Les, euh, les contenus maintenant enfin, il y a une nouvelle mode dans le style de contenu. C'est les contenus à la Sam Sulek, tu vois, qui sont hyper longs, storytellés, authentique, sans cut. authentiques. Mais en fait, le plus important, c'est le storytelling. Parce que lui, en fait, il est hyper intéressant à écouter. Et, et en fait, ça commence à se dupliquer ça dans d'autres marchés, pas forcément que la musculation. Et si tu arrives en fait à faire le même style de vlog dans ton marché, où par exemple si tu es dans le business, tu vas aller analyser un business model, tu vas te balader sur j'en sais rien, moi, un parc d'attractions et tu analyses le business model du parc d'attractions. Et tu fais un truc comme ça en vlog où tu parles non-stop pendant 1 heure ou 2 heures et tu fais ton analyse, quoi. Mais je pense que ça, c'est le futur de la création de contenu. C'est d'être authentique dans ce que tu dis, pas de cut, tu vois, en mode je déroule un truc et c'est pas scripté, Mhm. et tu pars Ouais, je sur suis un truc d'accord. storytellé avec une thématique. Faut pas partir dans tous les sens, tu vois, mais tu pars sur une thématique, storytellé et format long. Je pense que ça, c'est hyper puissant, ouais. Ça crée une vraie connexion avec l'audience et ça permet de rentrer dans la tête de la personne. Et ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est savoir qui tu es vraiment, tu vois, de rentrer dans ton cerveau, quoi. Ouais. Je te rejoins à 100%. C'est vrai que plus on avance et plus, comme je disais tout à l'heure, on arrive sur un marché où les gens sont de plus en plus éduqués, savent ce que c'est les webinaires, savent ce que c'est un appel de vente. Euh, et donc du coup, comme tu dis, le côté authentique, le côté sans cut, c'est un Ouais. truc qui se fait de plus en plus. Développer sa personal brand, je pense que c'est un Après, sur la truc qui stratégie est... d'acquisition, si tu veux faire des ads, etc., moi, je suis plutôt en mode franc jeu, tu vois. Je vais pas te cacher le process de vente. Donc, je fais une publicité et je te dis directement, donc je te donne de la valeur dans la publicité. Ça, c'est important aussi. Quand tu fais de la publicité, en fait, tu es en train de créer ta brand. Donc, si tu fais que des appels à l'action dans ta publicité en parlant des douleurs sans jamais donner de valeur, tu es en train de créer une brand et tu prends de la valeur aux gens, tu vois. Et donc, tu capitalises pas sur ta brand. Donc, moi, c'est hyper important quand je conseille aux gens de faire de la publicité, je leur dis toujours, donne de la valeur en publicité et fais ton CTA, mais un CTA qui est, euh, qui est clair, en fait, où tu vends un produit. C'est pas un truc gratuit, tu vois, ou masterclass gratuite, etc. Ça, ça marche beaucoup moins, quoi. Ouais, Donc, plutôt arrêter de maquiller les... tu sais, tu caches pas le process de vente, tu mets en avant ton process de vente. Donc voilà, moi, j'ai une mini formation. Dedans, je vais te donner un maximum de valeur parce que mon but, c'est que tu me fasses confiance et qu'après, tu achètes des trucs encore chez moi, encore plus cher. Et donc, je te le dis directement, tu vois. Je te dis directement que je vais te donner un maximum de valeur pour un produit qui est peu cher, dans le but que derrière, tu achètes d'autres produits chez moi. C'est du gagnant-gagnant parce que la personne, elle se dit, ah, ce mec, il est honnête, euh, le deal, il me va, tu vois, c'est du gagnant-gagnant. Et il a raison. Si ce qu'il me vend, c'est pas de la merde, ben, j'aurais envie d'acheter d'autres trucs. Et en fait, les gens le comprennent, tu vois, ils sont pas cons. Donc moi, j'aime ce process de vente ouvert, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'ai jamais testé le low ticket ou high ticket. Euh, Toi, à titre perso, comment dire, tu fais que de la formation ou t'as une offre hybride entre de la formation et de l'accompagnement?
Non, là, sur mon offre à étiquette, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement en one-to-one avec moi. Euh, et puis après, j'ai du Done for You aussi, mais c'est vraiment pour les profils avancés. C'est plus Ok. cher et j'en fais très peu. Mais sinon, ouais, c'est de l'accompagnement que je fais, moi. C'est un choix perso de faire du one-to-one plutôt que du one-to-many, ou Ouais, c'est mais que pour l'instant, ouais, ou c'est tu les comptes en deux. faire après? C'est les deux. Mais j'aime bien, en fait, le modèle d'avoir accès à moi en direct, tu vois. Parce que t'as toujours le modèle agence qui est d'envoyer les gens sur un call et ensuite, une fois que ton closer les a closés, tu les envoies sur un autre coach, etc. Mhm. En fait, je suis pas trop, j'ai pas trop envie de rentrer dans un truc comme ça où je dois recruter des coachs, recruter des closers. J'en ai marre de ça, tu vois. Donc moi, je Non, de prends la plus de gestion calls de vente. de team. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est mon expérience, tu vois. Je suis déjà passé par là. Euh, je sais à quel point ça peut être puissant, hein, surtout si tu fais ça sur du make money, que tu as une autorité et tout. Tu peux faire beaucoup d'argent rapidement. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé, tu vois. En 30 jours, j'ai fait 170 000 € sans audience, quoi. Donc, c'est hyper puissant. Parce que j'ai pris des calls de vente. J'ai pris des calls de vente, j'ai closé, voilà, facile. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus envie de prendre des calls de vente. J'ai pas envie de recruter de closer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que les gens connaissent mes tarifs. Quand ils rentrent dans ma formation low ticket, ils savent exactement ce que je propose derrière. Et ceux qui veulent payer mon accompagnement, ils le payent, tu vois, ils n'ont pas besoin de passer par un call de vente. Ok. Ils ont Ça fait l'offre. combien de temps que tu as changé de modèle du coup, où tu prenais les appels et que maintenant tu les prends plus? Ben, j'ai fait que le mois de lancement où j'ai pris quelques appels. D'accord. Il y en a qui sont passés à l'action sans prendre d'appel, mais vu que j'avais absolument envie d'atteindre l'objectif, de faire les 100K en 30 jours, j'ai pris des appels. Ok. Mais Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, tu as vu la différence du coup entre le moment, enfin du coup la période où tu prenais les appels et non, même aujourd'hui, du pas. coup, est-ce que tu as eu une baisse de chiffre d'affaires Non, non, même ou pas. au contraire, est-ce que tu as continué à scale? Non, ça a stabilisé. J'ai pas fait de baisse en fait. C'est même en croissance là ce mois-ci. Je pense qu'on va faire une belle croissance. Mhm. Euh, mais, euh, mais non, en fait, c'est juste que tu n'attires pas les mêmes profils. Parce que quand les personnes ne sont pas prêtes à passer à l'action et qu'il faut les convaincre dans un appel et tout, c'est pas forcément les meilleurs profils pour moi. Puis souvent, ils veulent des garanties, tout ça. Et Mhm. moi, j'ai pas envie d'offrir de garanties. Donc, les personnes qui travaillent avec moi, je veux qu'elles soient confiantes, tu vois, Engagé, toi. qu'elles prennent leur propre responsabilité et qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Et moi, je sais que c'est les meilleurs profils et j'ai pas envie si tu veux, de faire autre chose, quoi. Pour le moment, ça me va très bien. C'est beaucoup moins de pression sur mes épaules. Ah, c'est sûr que ouais, ça doit te changer la vie, hein. Franchement, en termes de délivrabilité, c'est cool, hein. Bah ouais. Ouais, parce que les gens, ils sont pas là à t'imposer leur truc, tu vois. Moi, ils connaissent les règles. Ils savent que déjà, c'est un privilège d'avoir accès à moi. Et puis après, s'ils appliquent ce que je leur dis, c'est suffisant, tu vois, pour avoir des résultats. Et Mhm. si on est aligné là-dessus, c'est top, quoi. Ok. Du coup, toi, Clovis, t'es dans quelle optique? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es dans une optique d'hyper-croissance et donc, du coup, faire toujours plus de chiffre d'affaires, etc. Ou alors, à contrario, est-ce que t'es plus dans une optique, peut-être de profiter un peu plus de ta famille, de travailler moins et de stabiliser aujourd'hui ce que tu fais déjà? Ouais, moi, c'est ça. Ouais. Mon objectif, là, c'est de travailler 4 heures par jour. Tu vois, 4 à 5 heures par jour maximum. Et stabiliser les 150K par mois. Donc, Mhm. pour ça, en fait, ça demande. Déjà, il faut avoir une bonne expérience parce que il faut attirer les personnes qui connaissent qui tu es, qui ont confiance en toi, etc. Mais aussi la création de contenu. C'est important. Donc, de créer du bon contenu avec lequel tu donnes un maximum de valeur. Tu es authentique. T'es pas en train de jouer un rôle. Et puis après, une bonne stratégie d'acquisition et ça tourne tout seul, quoi. Ouais, carrément. Aujourd'hui, du coup, tu as une équipe qui t'entoure. Est-ce que c'est toi qui gères tes ads? Est-ce que c'est, enfin, Ouais. t'as une équipe avec toi ou J'ai la t'es... team, ouais. J'ai toujours mon COO qui gère tout l'opérationnel, voilà, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Voilà, lui. Ensuite, j'ai 3 copywriters autour de moi, tu vois, si besoin, pour aider mes clients.
Et c'est à peu près tout, hein. Puis j'ai un média buyer aussi. J'ai un Ouais. média buyer. J'ai une personne qui gère le SAV aussi. Voilà. Mais ouais, Ok. ça reste une Donc petite ça va team, hein. plutôt Ouais. léger pour ce que tu fais, Ouais, ouais, franchement, c'est ça top, reste hein. une petite team. C'est top. Tout ce qui est setting, c'est moi qui fais. Ah ouais, tu fais le Euh, setting? ouais, j'adore le setting en fait. J'adore. Bon, après, si les personnes sont pas qualifiées, je vais pas rentrer dans les conversations, tu vois, mais j'aime bien en fait parler aux personnes Pour une proximité qui avec sont l'audience, hein. qualifiées, ouais, Mm. qui sont comme moi et tout. Ça, c'est pas un truc que je déléguerai, Ouais, quoi. carrément. Je pense. Ouais. Ah, c'est cool, hein. Les gens, de toute façon, ils le voient, hein, la plupart du temps. Ouais. Pour le faire, c'est vrai que des fois, il y a un décalage, enfin, ou alors, faut travailler vraiment sur le long terme avec un setter. C'est vrai que c'est le poste où il y a le plus de turnover dans un business, où c'est Ouais. compliqué d'avoir, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est compliqué d'avoir des gens compétents, des gens qui font preuve d'empathie et qui arrivent à se mettre vraiment dans ton personnage, en fait, quelque part, et d'avoir ton expertise. C'est tout le temps compliqué. Ouais, puis c'est clé quand même parce que souvent, tu sais, c'est le premier C'est le premier échange que tu as recrutement avec ton prospect, quoi. Donc, c'est et le hyper premier important de échange. ne pas se planter. Mm, mm. Moi, en fait, dans mon cas, ça vaut pas le coup, tu vois, parce que mes clients, ça reste assez spécifique. Quand ils viennent vers moi, souvent, c'est qu'ils ont des questions spécifiques, ou des problématiques. Ils aiment avoir mon regard, tu vois. Et Mm, mm. en fait, la réponse que tu vas donner va poser ton autorité directement, tu vois. Et si t'as pas ce regard-là, en fait, si moi déléguer à un setter, dans ce cas-là, tu vois, ça le fait pas, quoi. Ouais, carrément. Je vois, je vois. Est-ce que tu aurais peut-être pour les gens qui nous écoutent, un exemple concret voilà, d'un funnel en low ticket ou high ticket pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que Mais ça peut donner dans quelle niche, quelle thématique? à ton bon vouloir. Enfin, franchement, il y a des milliers, Par quoi. exemple, Make Money, par exemple. Make money? Ouais, Ouais. Euh, c'est... Par exemple, j'avais pris dans un exemple, là, je vais te le redonner, dans un live que j'avais fait, et je montrais à quel point il y a beaucoup de gens sur le marché français qui vendent des rendez-vous qualifiés. Donc, c'est Mhm, ouais, rendez-vous qualifié, génération de leads. garanti, ou je te rembourse, ou tu ne payes rien, par exemple. Mhm. Et vu que tout le monde fait la même promesse, il n'y a pas de, enfin, il y a rien qui te différencie, tu vois. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est que c'est beaucoup plus facile d'arriver à positionner une offre unique sur ton marché plutôt d'être dans la compétition sur le closing et d'avoir un closing qui est difficile parce que les gens se disent oui, mais il y a toi, mais il y a un autre, etc. Donc, positionner un mécanisme unique en premier lieu, c'est hyper important. Et donc, dans le low ticket, le premier truc qu'on fait, c'est quel est ton mécanisme unique? Qu'est-ce qui te rend unique, tu vois? Et par exemple, dans la niche, je te donne des rendez-vous qualifiés. On avait travaillé, enfin, j'avais donné des exemples dans cette niche. Au lieu de dire, euh, ma méthode, c'est je te donne des rendez-vous qualifiés en automatique grâce à la publicité, etc. Sinon, tu payes rien. Donc, en fait, c'était hyper grosse garantie. Et derrière, tu attires des clients qui ne sont pas des bons clients parce que, tu vois, quand il y a des garanties comme ça sent pas bon, quoi, derrière. Et donc, là, on va positionner un mécanisme unique qui va être euh, utilise mon système pour générer des lead magnets en automatique avec l'IA en moins de 30 minutes par jour pour générer 10 rendez-vous par semaine. Et en fait, le mécanisme, c'est l'IA qui génère des lead magnets en automatique. Ça passe partout l'IA. Ça augmente à chaque fois Hein. la valeur perçue Par des offres. exemple, Ça, c'est... pareil, enfin, tu peux faire. Ou alors, comment augmenter ton taux d'opt-in en générant des quiz avec l'IA? Tu fais un low ticket là-dessus. Tu fais un low ticket sur comment, euh, comment augmenter ton taux de show rate sur les appels de vente avec l'IA. Low ticket là-dessus. En fait, il y a des milliers d'idées auxquelles, je sais pas, quand tu es marketeur, il faut être un peu créatif, tu vois. Ouais, complètement. Il faut aller Je rejoins. chercher, faut se différencier. Et voilà. Donc en fait, si tu te creuses un peu la tête, tu arrives à trouver des nouveaux angles, tu arrives à trouver des nouveaux mécanismes, et tu arrives sur un océan bleu. En fait, c'est hyper facile de scaler comme ça.
Ouais, c'est vrai que les gens sous-estiment un petit peu l'importance d'avoir une bonne offre. Moi, Ouais, je pense que c'est 70 à 80% du boulot. Euh, et il y a deux moyens de le faire, comme tu as dit, le mécanisme et aussi de se cibler par rapport à la cible aussi des fois. À la ouais, cible bien à qui sûr. tu Moi, t'adresses. un truc que j'aime bien faire aussi, parce que là, on parle de la création d'offres, quand tu veux créer une bonne offre sur un marché pour, euh, pour arriver à être dans un océan bleu, donc déjà, le mécanisme, c'est hyper important, mais aussi euh, se positionner sur un problème structurel qui est nouveau sur ton marché. Un problème structurel actuel, tu vois. Donc, tu essaies de prendre Mhm. l'actualité du moment, les nouveaux problèmes que tes prospects ont, et tu positionnes une offre sur ce problème-là. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est, tu n'es pas en train de lancer une offre, là, tu es en train de lancer un nouveau problème. Donc, tu vas te positionner sur un nouveau problème. Par exemple, l'arrivée de l'IA, par exemple, tu dis, il y a des nouveaux problèmes. Si on prend le marché, quel marché on pourrait prendre? Bah, ouais, Make Money classique, Bizop, nouvelle opportunité pour faire de l'argent. Mhm. Bah, l'IA est en train d'arriver. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi dans les 5 prochaines années. Si toi, tu es salarié, bah, tu as 2 chances sur 3 de perdre ton emploi ou que ton emploi soit dévalorisé dans les 5 prochaines années. Du coup, toutes ces personnes-là vont avoir un nouveau problème. Et tu dois positionner une nouvelle opportunité par rapport à ce nouveau problème, parce qu'il y a toujours une nouvelle opportunité sur un problème, tu vois. Et donc là, tu pourrais prendre, il y a plein d'opportunités, tu vois, par rapport à ça, mais en gros, ça pourrait être d'utiliser l'IA pour, euh, pour créer du contenu et créer un asset en ligne, en automatique, tu vois. Mhm. Ça pourrait être utiliser l'IA pour faire du design et revendre tes services en drop service à des entrepreneurs, à des entreprises en ligne. Ça pourrait être d'autres trucs. Mais du coup, tu vois, le problème, le nouveau problème crée une nouvelle opportunité et tu crées ton offre en fonction du problème. Et moi, par exemple, quand j'ai pénétré le marché là, du coaching en ligne, je suis pas arrivé en mode je suis un coach business, tu vois. Je suis arrivé en mode je suis spécialiste du low ticket. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai positionné un nouveau problème qui était crise de confiance dans le marché de l'infoprenariat. Beaucoup de gens qui se méfient. Donc aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des gens sur un appel de vente qui sont méfiants, bah, vends-leur une offre low ticket avec un maximum de valeur à l'intérieur. Comme ça, tu gagnes de la confiance, tu vois. Et ensuite, tu les envoies sur un call. Et donc, je me suis positionné comme ça avec un nouveau produit lié à un nouveau problème. Voilà. Le nouveau Ouais, problème, ça complètement. peut être les ads sont de plus en plus chers. Le nouveau problème, ça peut être, tu vois, il y a des milliers de trucs. Même dans la santé, tu pourrais dire, il y a une nouvelle étude, du coup, ça sert à rien d'éviter de manger du gluten. Tu peux manger du pain et perdre du poids. Grâce à cette nouvelle étude, nanana, et tu positionnes un nouveau mécanisme, quoi. Ouais, 100%. Mm. 100%. En parlant justement de l'évolution du marché, etc., euh, qu'est-ce que tu penses des autres systèmes d'acquisition? Parce que si on regarde, en fait, c'est à chaque fois des effets de mode, hein. Tout se recycle, un coup les challenges, un coup les webinaires, un coup les VSL, un coup le low ticket, tout high ticket. Euh, qu'est-ce que tu penses des autres systèmes d'acquisition actuellement? En fait, tous les systèmes d'acquisition, ils vont s'adapter en fonction de ta situation. Par exemple, le webinaire, si t'es pas bon en live, oublie. Si tu démarres un webinaire, oublie. Mais pour les challenges, c'est encore pire, tu vois. Parce que il faut une offre ultra sexy. Il faut envoyer une audience dessus qui est déjà qualifiée, déjà chaude. Parce que si elle est au niveau 0, ton audience, c'est pas un webinaire qui va la faire passer au niveau 10, tu vois. Donc ça reste assez technique aussi. Parce que si tu es à 30% de show rate, enfin c'est la moyenne, hein, 30% de show rate sur un webinaire, t'es mort. Il faut être à un minimum de 50%. Il faut arriver à mettre des techniques en place pour augmenter ton show rate à 50%. Tu vois. Moi, toutes ces techniques-là, je les ai testées. J'ai tout testé. Quand j'avais ma plateforme santé, on a tout fait. Les challenges, les webinaires, on a même fait le challenge à l'hormosie qui était tu fais rentrer quelqu'un dans un coaching gratuit
et il paye que s'il a des résultats. Tu sais. Ça, c'était la Mhm. méthode d'Hormozy qu'il a scalé les gym owners avec ça. On a testé vraiment beaucoup de trucs. On a été assez créatifs dans les méthodes d'acquisition. En fait, tout marche, mais il faut être focus sur un truc et bien le faire, quoi. Mais si tu Mhm. penses que tu vas lancer un webinaire en tant que débutant et que tu vas gagner de l'argent comme ça, tu vas te casser les dents, quoi. Ouais, c'est La assez VSL, complexe, c'est hein. pareil. Il faut être une brute en closing. Si tu envoies des gens sur une VSL et directement en closing, soit c'est des gens qui te connaissent, qui te suivent sur les réseaux, etc. Alors là, c'est OK. Mais si tu veux scaler sur le trafic froid, tu te casses les dents. Ou alors, il faut être hyper bon en closing. Ou avoir un closer de malade. Mais les closers de malade, ils vont pas venir sur ton business qui est tremblant, tu vois. Les top closers, il y en a déjà pas beaucoup en France. Ils vont sur des offres qui sont au-delà de 10 000 euros, tu vois. Si toi, tu as une offre à 3 000 euros, tu vas jamais avoir un top closer. Donc, il faut avoir un Ouais, système 100%. d'acquisition. Soit, en fait, soit tu as un bon marketing en front qui permet de réchauffer tous tes leads. Et quand ils arrivent sur un appel de vente, ils sont prêts à acheter pratiquement, tu vois. Parce que, en gros, il faut qu'ils te fassent confiance. Il faut qu'ils fassent confiance en ton offre. Il faut qu'ils se fassent confiance en eux d'atteindre les résultats avant d'arriver sur le call. Parce que s'ils arrivent sur un call et ils ont plein d'objections, ils ne savent même pas qui tu es, quelle est ton offre, pourquoi ton offre elle est différente des autres, etc. Ah, c'est trop compliqué en fait de closer une personne comme ça, quoi. Ça Ouais, demande trop complètement. d'énergie. D'où l'importance de donner un maximum de valeur en front, hein. Tu sais il y a pour la plupart ou du moins une partie, enfin, pour les formateurs et les coachs, il y a la plupart du temps la moitié, si ce n'est peut-être des fois l'intégralité de leurs programmes d'accompagnement qui sont dispo éparpillés un petit peu dans tous les sens, mais sur du contenu gratuit. Et, euh, et ça, les gens sous-estiment le contenu gratuit et malheureusement, ils ont besoin d'investir sur eux-mêmes psychologiquement pour apporter de la valeur à un contenu en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'investir sur des programmes de formation ou de coaching parce que tu vas pas chercher tellement une information qui est, enfin, ça dépend à quel niveau et ça dépend dans quel contexte, mais la plupart du temps, c'est surtout le fait de passer à l'action. Même nous, enfin moi je sais que quand la plupart du temps, quand j'investis sur un programme d'accompagnement ou quoi que ce soit, c'est surtout pour augmenter pour augmenter mes croyances par rapport à quelque chose que je vais implémenter ou me faire passer à l'action sur certaines choses que je sais que je dois faire mais que je ne fais pas la plupart du temps. Ouais, Euh, et puis après, il y a toute l'implémentation. Faut pas oublier que avoir l'information aujourd'hui, ça a peu de valeur, quoi. En fait, il faut que tu puisses l'implémenter et implémenter avec quelqu'un qui l'a déjà implémenté pour qu'il t'évite des erreurs. ouais. Parce que juste un bon conseil, ça rentabilise ton investissement en général. Donc, ouais, c'est l'expérience qui a le plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le contenu est en abondance partout. Si tu veux de l'information, tu auras toutes les informations que tu veux. Sauf que la décision que tu dois prendre à un moment clé de ton entreprise qui pourrait faire x10 ou faire zéro, ben, cette décision-là, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à la prendre parce que lui, il a de l'expérience. Et donc, tu achètes une sorte d'assurance, tu achètes une assurance et une sérénité en te faisant accompagner, quoi. Parce qu'après, bon, oui, les informations sur YouTube, il y a tout ce que tu veux, hein. Mais c'est toi, par rapport à ta situation, le moment clé, ton objectif, ton background, qu'est-ce que tu dois prendre comme décision à ce moment-là? Tu as quelqu'un qui Ouais. vient pour t'aider, quoi. Ouais, carrément. Et ça dépend du timing, comme tu dis, quand tu parles de ce moment-là, on se compare beaucoup, tu sais, aux leaders de nos marchés, etc. Mais les choses que eux font dans leur processus à ce moment-là, c'est pas les choses que je dois faire, on doit faire, tu dois faire au moment où tu en es. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui peut te porter préjudice, entre guillemets. Mais ok. Qu'est-ce que tu penses des masterminds, Clovis? J'ai l'impression que les événements physiques reviennent un petit peu en force. Ça fait partie peut-être même des prochaines trends, etc. Qu'est-ce que tu en penses des événements physiques, ouais? Tu Ouais, comptes en faire c'est sur puissant. 2025? Ouais, j'aime bien ça, en fait, j'aime bien rencontrer les gens et tout. Après, me déplacer, j'ai du mal parce que, bon, là, tu vois, par exemple, je vais aller aux US là, dans un mois, mais moi, je me déplace rarement, deux, trois fois par an, tu vois, parce que je suis avec ma famille et tout ça. Mais sinon, T'habites en j'adore. France?
C'est vrai que je t'ai pas Je demandé, suis t'es en Suisse, moi. Je suis en Suisse, ouais. en Suisse? Ok. Mais sinon, sinon ouais, j'adore les événements physiques parce que tu crées un lien que tu peux pas créer en ligne, en fait. Et quand tu veux créer une communauté, quelque chose, des liens forts avec des gens et tout, ça va beaucoup plus vite quand tu es en ligne. Parce que tu sais, t'es imprégné, quoi. T'es imprégné de la personne. Donc ouais, moi j'aime bien. Là, je vais me rendre à Bordeaux aussi pour le mastermind là, avec Gérald. Après, je vais aux US et tout. Donc c'est bien. Moi, je pense organiser des events aussi bientôt là en Suisse. Ok, ok, ok. Eh ben écoute, je te souhaite beaucoup de succès dans l'organisation de ces événements. Tu y vas aux États-Unis pour t'expatrier ou tu restes en Suisse et c'est juste un voyage comme ça? Non, c'est un événement business. Ah, c'est un Après, événement business. Ok. ouais, après, non, moi je suis bien en Suisse avec ma famille et tout. On a beaucoup bougé sur les dernières années. Là, on essaie de se stabiliser un peu, quoi. Ok, ok. En parlant des États-Unis, t'as déjà été à un workshop d'Ormozy ou j'aimerais bien avoir ton avis. À Hormozy, non. Justement, j'hésitais à y aller. Après, je me suis dit, franchement, si j'y vais, c'est pour la photo, tu vois. Mais en Ouais, soi, billet d'association. Ah, ouais, c'est vrai que voilà. rien que pour ça, après, des fois, tu te dis, ça peut valoir le coup en termes de social proof et tout, ou de billets Ouais, 100%. d'association, Ouais, crédibilité 100%. sur ton marché. Tu dois payer un truc. Bah, il y a bien des gens qui payent des articles sur Forbes ou Ouais. tu vois, des interviews au BFM TV et tout. Autant, ouais, autant payer pour avoir Hormozy, quoi. Mais après, je me suis dit, bon, franchement, ça me refait, ça me fait un voyage et tout pour ça, laisse tomber. Non, non, sinon, j'ai pas forcément entendu des trucs hyper fous, tu vois, par rapport à Hormozy, son workshop. Mais, je sais Mhm. pas. C'est vrai qu'il y a des avis partagés par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais du coup nous décrire un petit peu, bah, c'est quoi une journée dans la vie de Clovis? Comment est-ce que tu gères la relation entre le business, la vie de famille, les enfants? Comment tu arrives à trouver cet équilibre et quelle routine tu mets en place? Ouais. C'est vrai que moi, c'est hyper important pour moi de passer du temps avec mes enfants. Du coup, en gros, ma routine, c'est le matin, je me lève, je prépare le petit-déj avec mes enfants, je passe du temps avec eux. Après, quand ils vont à l'école ou pour les deux qui font l'école à la maison, je passe la main à ma femme. Et du coup, là, je vais enchaîner les, euh, le taf créatif le matin. Je fais tout ce qui est tâches créatives, écriture, les stratégies, les idées, etc. Ensuite, j'ai la pause de midi où je mange avec mes enfants. Et l'après-midi, je rebosse jusqu'à 17, 18 heures, un truc comme ça. Et donc voilà. Et puis après, le soir, c'est le moment sacré où je reste avec eux, quoi. Après, ça peut m'arriver d'avoir des pauses entre temps, entre coupures, où soit je vais chercher ma fille à l'école, soit je reste avec mes garçons, des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, ça reste assez équilibré, quoi. Je passe pas des journées de 10 heures comme un malade. Donc Ouais, t'es plus je dans cette veux. optique-là de grind, de grind, de grind. Ouais, non, c'est fini ça. J'avais ça au début et je sais que en fait c'est une période par laquelle il faut passer, hein, parce que bah, tu fais ton apprentissage, il faut bosser, etc. Mais j'ai compris que en fait je pouvais vite me perdre là-dedans. Et moi, vraiment le but du business dans lequel je me suis lancé pour avoir la liberté de passer du temps avec ma famille. C'était vraiment ça l'objectif. Sinon, j'aurais trouvé un job et j'aurais bossé comme tout le monde, tu vois. Mais là, vraiment, l'objectif pour moi, c'est d'avoir du temps avec eux, de les voir grandir, de créer une relation avec eux. Et bah, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur, quoi. C'est très vrai ce que tu dis, Clovis. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, tout le monde commence pour être libre, tu vois, libre financièrement, libre géographiquement, libre de temps, de mouvement, etc. Et c'est vrai que on rentre la plupart du temps dans cette spirale à se renfermer dans une prison dorée euh, et devenir esclave un petit peu de son business. Donc, ouais, trouver l'équilibre, je pense que c'est le maître mot. Après, tout le monde a sa définition du bonheur. C'est vrai que c'est quelque chose de très personnel, Mm. mais ouais, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, hein. Eh ben écoute, on peut finir Clovis. Moi j'aime bien demander si tu aurais un conseil à donner peut-être au toi qui commence, qui démarre ou du moins qui est en quête de réaliser ses objectifs. Quel serait
le main advice que tu donnerais Ouais. au Clovis qui démarre Clovis qui d'il y a démarre, 5 ans? c'est franchement, je pense que j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire tester beaucoup de trucs, faire des échecs le plus rapidement possible et apprendre de ses erreurs pour grandir. Et je pense que tout le monde doit passer par là, quoi. Faire les erreurs le plus rapidement possible, en apprendre et réitérer, réitérer, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu compoundes. Et pas changer aussi, pas changer d'objet brillant tous les 5 minutes pour pouvoir construire un vrai capital d'assets, de compétences qui, dans le temps, compoundent avec des effets composés sur lesquels si tu restes sur le même truc pendant 5 10 ans, bah, c'est obligé que tu deviennes un expert, quoi. C'est vrai que ça en néglige le temps et ce qu'on peut faire à long terme. Quand on regarde aujourd'hui, tu sais, les plus gros sur le marché, par exemple, de l'entrepreneuriat, tu vois, je pense à David Laroche, je pense à Franck Nicolas, Maxime Piccini, etc. Euh, la plupart du temps, tu vois, je pense pas que ça soit peut-être, tu vois, les meilleurs, mais c'est des personnes qui, tu vois, qui sont très bons dans leur domaine. Hein, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est surtout des gens, tu vois, qui sont là depuis maintenant de nombreuses années, tu vois, et qui ont persisté, qui ont pas lâché, et c'est pour ça aujourd'hui que c'est les leaders de leur marché. Parce que des gens plus chauds il y a toujours plus fort entre guillemets. Et des gens qui restent là sur le long terme, par contre, Ah, ça c'est clair, c'est c'est clair. autre chose. Ouais, c'est C'est super autre chose. important. Mm. En tout cas, merci beaucoup Clovis pour ce dernier conseil. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vrai qu'on a un petit peu galéré, hein. Vous avez pas vu en backstage, mais ça a été un peu compliqué en termes de logistique avec ce podcast. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la valeur que tu as partagée. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes, moi le premier. Et ça fait grave plaisir de pouvoir faire ta connaissance, Clovis. Ouais, merci à toi. Merci pour l'invitation et puis au plaisir, hein. Ouais, carrément, carrément, carrément. Salut, passe une bonne journée, Clovis. Allez, Merci merci. pour ton temps. Ciao, bye. Les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Ça a été un vrai challenge logistique pour le tourner en entier. On a été coupé une fois. Euh, et c'est vrai que voilà, il y avait quelques petits problèmes de connexion, notamment de mon côté. Mais on a réussi à aller au bout quand même. Si vous voulez retrouver Clovis, vous avez dans la description de cette vidéo son Instagram et son YouTube. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Et puis, n'hésitez pas à aller découvrir Clovis, le king du low ticket. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.